On va reprendre la Daf Memchet Amud Aleph. On va juste rappeler l'introduction de la Mishnah. Daf Memvav Amud Aleph. La Mishnah nous dit Ketzad mafreshim chala betuma beyom tov. Donc on a un problème. On est Yom Tov. Quel Yom Tov? Pessah. Et la pâte qui a été pétrie, elle est devenue impure. C'est quoi le problème? Et alors, on n'est pas tenu à ne pas manger en état d'impureté. Donc nous, il n'y a pas le problème. D'accord? Donc une pâte qui est impure, c'est pas la fin du monde. On est tous impurs. Ah bon, on la jette, non? Non, pourquoi? Non. On est impur, on mange on est en impureté Ah aujourd'hui. oui, mais rien. L'impureté, ça ne nous concerne pas. C'est pas. C'est pour les Chavérim ou c'est pour les Kohanim, mais c'est justement ça le sujet. Le problème, on est maintenant qu'une pâte, quand tu pétris une pâte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prélever la chala. Ouais. Et la chala, c'est pour qui? C'est pour le Kohen. Et le Kohen, il ne peut pas manger en état d'impureté. Il ne peut pas manger la trouma qui est impure. La chala, c'est trouma. Il peut la vendre peut-être, non? Non, Même pas. c'est inconsommable, il n'y a rien à faire avec. Ah, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Maintenant, le problème, c'est qu'on est Yom Tov et qu'on est Pessah. Ah ouais. Donc, c'est quoi le problème? Lui, t'as pétri maintenant. Il a fait mieux, tout va bien. Maintenant, la pâte, elle est impure. Jusqu'à là, tout va bien encore. Le problème, c'est quand et comment il va prélever la chala. C'est quoi le problème? S'il prélève la chala, il ne pourra pas la cuire. Il ne pourra pas l'enfourner. Pourquoi? Parce que cette chala, cette pâte-là, elle n'est pas consommable. Est-ce que tu peux enfourner quelque chose qui n'est pas consommable? Yom Tov. C'est Yom Tov. Yom Tov, tu peux cuisiner, ok, mais tu peux cuisiner ce que tu consommes, parce que tu ne consommes pas. Donc, si tu prélèves, comme la Torah demande, que Reshit Harisotechem, c'est quand tu malaxes ta pâte, donc ta pâte, elle devient pâte, que tu prélèves la chala. Maintenant, si tu prélèves la chala, tu as un bout de pâte maintenant, qui est tamé, qui est trouma. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Une fois que tu l'as prélevé, l'enfourner, tu ne peux pas. Donc, tu vas laisser quoi? Tu vas la laisser comme ça, mais elle va fermenter. Et donc, si elle va fermenter, elle va passer 18 minutes. Donc, si tu passes les 18 minutes, elle va devenir chametz. Donc, tu es embêté. Donc, prélever, tu as un problème. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas l'enfourner, elle va devenir chametz. Et si je la brûle? Et si je la brûle, c'est la question, est-ce que tu as le droit de brûler? La brûler en état, Razak. C'est la question. Normalement, tu n'as pas le droit de brûler non plus. Est-ce que c'est le problème? Est-ce que tu as le droit de la brûler alors c'est de la chala pas pure? On parle que du Kohen. Non, c'est ma pâte à moi. C'est moi qui prélève, qui doit donner au Kohen. C'est moi qui prélève la chala. Quand moi j'ai prélevé la pâte, il a qu'à la brûler. Il nous dit Rashi, non, en sorfim kodashim yom tov. On n'a pas le droit de brûler du kodesh yom tov. Donc ça s'appelle, d'accord. Donc ça fait pas partie de ce qui est autorisé de brûler. Donc ça c'est la de. Donc c'est ça le problème. Donc la problématique elle est comment faire. La Gemara donne 3 solutions. Premier avis, Rabbi Eliezer Omer, l'otikar lachem achete a fait. C'est ce qu'il va faire. Il va d'abord enfourner. Il va pas prélever. Il va d'abord enfourner. Tant qu'il n'a pas enfourné, c'est pas de la chala. Donc il a le droit de l'enfourner. Une fois qu'elle sera cuite, ça va pas fermenter. C'est de la matzah. À ce moment-là, il va la désigner comme étant chala. Et donc il aura de la chala. Il va prélever après avoir cuit. Et donc il n'y aura pas de problème de chametz. Et cette chala, il va la laisser de côté. Il va la brûler après Yom Tov. Donc c'est quoi la solution? C'est de désigner la chala après qu'elle est déjà cuite. C'est ça, comme ça, elle fermente pas. Voilà, et tu auras de la cuire. C'est plus de la pâte. C'est plus de la pâte. Et tu as le droit de la cuire parce que quand tu as cuit, c'était pas de la chala. D'accord? Donc ça c'est première solution. Deuxième solution, Ben Beter Omer Tatil Batsonen. C'est ce que tu fais. Tu prélèves et tu mets dans l'eau froide. Tu mets au congélateur, Bekitso. Ça va pas fermenter, ni t'as cuit, pour rien. Comment il faisait avant? Batsonen dans de l'eau froide, effectivement. Alors tu as raison, il faudra l'eau après, elle risque de chauffer, etc. Mais Tatil Batsonen, il va le mettre dans l'eau froide jusqu'à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, il va le brûler. Troisième avis, Amar Yoshua, l'ozeu chametz chez nous arrive à le. Tu sais quoi? T'en as rien à faire que ça devient chametz. Pourquoi? C'est ni à toi le Israël, ni au Kohen. C'est ni à toi parce que tu l'as prélevé, ça devient de la tourma. Mais c'est ni au Kohen parce que le Kohen, il a rien à faire avec. Donc il a jamais pris possession de ça. Donc à qui ça appartient? À personne. La Torah t'a pas imposé tu n'es pas responsable d'un chametz qui ne t'appartient ni à toi ni au Kohen. Donc en réalité, on a 3 avis ici. Et la Gemara cherche à savoir c'est quoi le point de discussion entre Rabbi Eliezer d'un côté et Rabbi Yoshua d'un autre côté qui dit qu'on n'est pas Mouza, on n'est pas tenu à se préoccuper d'un chametz qui appartient à personne. Elle est bonne ou pas? Merveilleux. Donc ça c'est la marloquée dans la Mishnah. La Gemara nous a dit c'est quoi le point de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? C'est ce qu'on dit au il. Au il, c'est une logique très, très sympathique qui dit
en réalité, est-ce que je... alors, on l'a dit dans plusieurs contextes, mais Mechila, là, on va revenir à la souga de Nedarim, de Nazir. Cette chala, quand tu as désigné une chala, donc un bout de pâte, tu as prélevé de la chala, et tu as dit cette partie de pâte, c'est de la chala. Comment ça s'appelle ça en termes C'est la trouma. Oui, chala, c'est la touma. Ah, d'accord. Comment ça s'appelle le prélèvement de la La pâte? trouma. Non, le prélèvement de la pâte, c'est chala. Ah ouais? C'est un statut de tourma. Comment c'est marqué? Tarim tourma, Reshit aruzotechem, Ah, chala tarimou ouais. lachem. Donc c'est la chala, tu prélèves pour le Kohen. Mais effectivement, ça a le même statut que la tourma, c'est réservé au Kohen. Maintenant, comment on appelle? Quand tu désignes quelque chose, c'est quel domaine de la Torah? Quand tu désignes quelque chose à avoir un statut de trouma, comment s'appelle ce phénomène-là que la pâte est devenue trouma, est devenue chala? Mais Kadesh, je sais pas. Ouais, Kadesh. vas-y, pousse encore un peu. Quand tu magdish quelque chose, c'est quoi? C'est comme la paracha de Nedarim. Ah, voilà. Maintenant, quand tu fais un Neder de quelque chose, tu peux faire marche arrière? Non. Si. Ah, bon, pardon. Il y a un moyen. La Tara de Nedarim, quoi. Chazak, tu vas chez l'Orav. Ouais. L'Orav, il te trouve une faille, c'est-à-dire une raison valable d'expliquer pourquoi, quand tu t'es engagé, ton engagement n'était pas déterminant, parce que tu n'avais pas pensé à quelque chose, parce qu'il y avait une erreur. Et c'est comme un mécart out. Ouais. C'est comme si tu trouvais une faille dans un contrat. D'accord? C'est ça ce qui te fait l'Orav en réalité. Il va te trouver un pétard, il va trouver une ouverture qui permet de considérer que ton engagement il était par erreur, et ton engagement ne sera pas engagement. Et bien pareil, la chala. Tu peux en théorie faire marche arrière de ce prélèvement-là, et tu vas chez le Rav, et ça redevient de la pâte qui n'est pas de la chala. On est bon? Maintenant on revient à Pessah. Donc quelqu'un qui a prélevé, c'est une notion connue, qu'on peut appliquer dans certains cas de figure, n'est-ce pas? Admettons, bon, je ne vais pas rentrer dans les complications, en tout cas tu as prélevé de la chala. Maintenant tu veux faire marche arrière de cette chala pour une raison X ou Y. Tu vas chez le Rav et tu dis, tu fais marche arrière, j'ai fait une erreur, j'ai désigné cette pâte-là, mais en réalité, je n'avais pas calculé que, etc. Donc, je veux faire marche arrière. Est-ce possible ou pas? C'est possible. C'est un sujet discuté, mais en tous les cas... Mais pour quelle raison je fais ça déjà? Pourquoi? On y arrive. Mais est-ce qu'en théorie, c'est possible? Bon, voilà, vous avez que oui. En théorie, c'est possible. Maintenant, du fait qu'en théorie, c'est possible, cette notion-là de théorie, ça s'appelle on peut oui. servir De cette théorie pour dire qu'en réalité, c'est encore à toi. Et la preuve en est que si tu veux, tu peux aller chez le Rav, faire marche arrière. Donc c'est ton Hametz. C'est ça. Donc c'est ton Hametz. Rabbi Eliezer dit c'est ton Hametz. Pourquoi? Parce que tu peux faire marche arrière. Donc t'es suffisant propriétaire à 0%, ça ne change pas, à 0,1%. La preuve en est... Voilà, bah oui, parce que la preuve en est que tu es capable, tu es en mesure de faire marche arrière. C'est fort. C'est fort, très puissant. Et Rabbi Shai dit non, on ne dit pas oui. On dit pas cette logique, puisque finalement aujourd'hui, dans quel état c'est? C'est vrai que théoriquement, tu peux faire marche arrière. Mais tant que tu n'as pas fait marche arrière, ce n'est pas à toi. Donc Rabbi Eliezer dit c'est suffisamment à toi, et donc tu es tenu à l'éliminer. Rabbi Shai dit non, c'est pas à toi. On est bon? Ça, c'est ce que la Gemara, elle a expliqué de la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. La Gemara, maintenant, elle revient, on arrive à Daf Memchet, et c'est là-bas, la Gemara dit Rabbi Bachama, on va commencer à 6 lignes des grandes. Memchet Amud Aleph. 6 lignes des grandes. Amar Rabbi Bachama, Hader Afrizda Veraba, marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. De Rabbi Eliezer Savar, Amrina Noïl, et Rabbi Yoshua Savar, l'Amrina Noïl. En réalité, cette marloquette que la Gemara avait trouvée dans les Amoraïm, qui est Rabba vers Frisda, est-ce qu'on dit Oïl? Mais c'est la marloquette de notre Mishnah. Donc c'est exactement ça, cette marloquette. C'est marloquette Tanaïm. Amara Papa avait dit que la Gemara dit pas du tout. Non. C'est pourquoi? Parce que ici, le Oïl, il est particulier. C'est quoi le Oïl sur lequel ils sont en marloquette les Amoraïm? C'est pas le même Oïl qui sont en marloquette les Tanaïm. Pourquoi? Parce que je peux très bien te dire que quand est-ce qu'on dit Oïl, où il a été dit Oïl dans les Amoraïm, c'est le Oïl de Yom Tov. Oïl de Yom Tov, il a été dit concernant celui qui cuisine Yom Tov pour le Chol. D'accord? Donc, est-ce qu'on a le droit de cuisiner le Yom Tov pour le Chol? Non. La question c'est est-ce que c'est interdit Midé Oraïta et Techav Malkout ou pas?
Normalement, la Torah te dit, ce que tu consommes, tu peux cuisiner. Donc, ce que tu ne consommes pas, ce que tu ne peux pas consommer, tu es déjà rassasié, tu viens de sortir de table, tu n'as rien, tu vas pas manger maintenant. D'accord? Donc, tu ne veux pas le consommer. Et tu l'as quand même fait pour le lendemain. Ouais. Est-ce que tu es dans un interdit formel ou pas? Est-ce que tu es rêve de Malkout ou pas? Marloquet Amoraïm. Il y a un Mora qui dit, tu es Chayav Malkout, tu es dans l'interdit. La Torah t'a autorisé de cuisiner pour aujourd'hui, pas pour demain. L'autre, il dit, non, tu n'es pas Chayav Malkout. C'est pourquoi? Parce que s'il y a des invités qui viennent, mais tu auras de quoi leur donner à manger. Donc en réalité, c'est vrai que toi, dans ton intention, tu as pensé à demain, mais tu ne t'es pas interdit de le servir aujourd'hui également. Donc peut-être tu vas être surpris par des invités, et donc tu vas leur servir. Donc comme si la pensée du projet que ce soit consommé demain, elle n'est pas formelle. Et pas vraiment. Elle n'est pas certaine. Donc ça ressemble à chez nous, n'est-ce pas? Puisque tu as la possibilité de manger aujourd'hui, Chazak. donc il n'y a pas de problème. Chazak. Donc marloquette. Donc la Gemara veut dire, de même que les Amoraïm, ils sont en marloquette, est-ce que je dis cette supposition-là de peut-être tu vas être consommé aujourd'hui, t'es pas rêve de Malkout, et bien là aussi pareil, à l'opposé dans Pessah, tu aurais pu le faire marche arrière de ta désignation, et donc c'est suffisamment à toi, et donc tu es tenu de l'éliminer. D'accord? Donc la Gemara voulait faire. La Gemara dit c'est pas pareil du tout, pourquoi? Pas pareil du tout. Non, il y a un point commun, la Gemara dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? La Gemara dit Vedilma, atkan okama Rabbi Eliezer atam damrina noil, et là, debidna dekail et tanura, kol chada vechada chaziale, les idées. Je vais te dire la différence. Même Chet Amoudaleh. Au milieu de la page. Même Chet Amoudaleh au milieu de la page. La Gemara dit comme ça. Le Ho'il de Pessah ne ressemble pas au Ho'il de Yom Tov. C'est-à-dire le Ho'il des Amoraïm ne ressemble pas au Ho'il de Tanaïm. Pourquoi? Parce que tu sais, quand est-ce que Rabbi Eliezer il t'a dit que tu peux dire Ho'il? C'est-à-dire, ça te permet de l'enfourner pendant Pessah. Mechila, d'après Rabbi Eliezer, tu l'enfournes avant de le désigner et seulement après tu vas le désigner. Il te dit, tu sais pourquoi il autorise d'enfourner? Parce que Kol Chada, parce qu'au moment où tu l'enfournes, eh bien effectivement, tout est consommable potentiellement par le propriétaire. Encore une fois, toi tu as une pâte, nous on a un problème. Ce pain-là, si tu prélèves la chala avant de l'enfourner, tu auras un problème avec cette pâte qui est impure. Et donc qui n'est pas qu'on ne peut pas cuire et qu'on ne peut pas brûler parce qu'elle n'est pas consommable. Donc il n'y a rien à faire pendant Yom Tov. Et donc le fait d'attendre, on risquerait de nous retrouver avec de la pâte qui va fermenter. Naturellement, il va fermenter si elle lève plus que 18 minutes. Il nous dit, ah bien, il n'y a pas de problème, tu l'enfournes. Tu sais pourquoi tu l'enfournes? Parce qu'au moment où tu l'enfournes, tu ne l'as pas encore désigné. Donc tu peux cuisiner. Ah, il y a une partie de ces 10 pains, admettons, il y en a un d'entre eux que tu ne peux pas consommer parce qu'il y en a un forcément qui devra être donné au Kohen. Oui, mais pour l'instant, ils ne sont pas désignés. Donc ils sont tous potentiellement consommables. Pas les 10 à la fois, pas l'intégralité, mais sur les 10, ça peut être aussi bien le pain numéro 1 que le pain numéro 2. Donc en théorie, ils sont tous de droit d'être consommés. Alors que Avalacha, par contre, celui qui cuisine Yom Tov pour la semaine, lui, il n'est déjà plus en mesure de manger. Il a déjà fait son repas, il est déjà gavé. Il est en train de se faire une kaïla maintenant. D'accord? Mais il sort de table. C'est sûr que lui, il ne peut pas la manger. D'accord? Tu es en train de me dire, oui, mais peut-être il y aura des invités. Ok? Mais pour lui, il peut le manger ou pas? Lui, il ne peut pas le manger. Donc peut-être que ce Ho'il, il est plus loin. Je m'explique. Dans le Pessah, tous les pains sont consommables par l'enfourneur. Pas tous, il ne va pas tous les manger, mais tous ils peuvent être mangés, c'est-à-dire que je n'ai pas encore fait le choix de quel pain n'est pas consommable, et donc s'il y en a un des 10 qui me plaît, ou les 9 sur 10 qui me plaît, ben, je peux choisir celui que je veux. Donc tous ils sont consommables par l'enfourneur. Donc je ne suis pas dans la faute. Par contre, Yom Tov, quand je cuisine alors que j'ai déjà mangé, moi je ne peux pas consommer. Donc le OI ne me concerne pas, moi, c'est quelque chose d'extérieur. Donc la Gemara dit peut-être c'est pas pareil. Et vice-versa. Et également Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua qui dit dans la Mishnah qu'on ne pourra pas pâtisser, qu'on ne pourra pas cuisiner, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas enfourner ce pain. Il te dit parce que sur ces 10, il y en a un forcément qui n'est pas consommable. Donc c'est peut-être seulement dans ce cas-là que je ne dis pas OIL, parce que la totalité des pains n'est pas consommable. Vers Rabbi Yoshua, Ve'at Kanokama. Rabbi Yoshua, donc ce 10e pain
qui est de la terouma impure, qui va finir par être désignée de la trouma impure, elle n'est consommable par personne. La trouma impure, il n'y a rien à faire avec, tu la brûles. Et donc finalement, il y a un des pains, il y a 10% sur ces 10 pains, d'accord, on va dire, il y a 10% de cet enfournement qui est inutile, qui est sans intérêt. Et donc, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de le faire. Par contre, peut-être Rabbi Yoshua te dira, effectivement, de cuisiner Yom Tov en espérant ou en supposant ou en s'appuyant sur le fait que peut-être tu auras des invités, ça oui, pourquoi ? Parce que peut-être ce que tu as fait sera consommé aujourd'hui. D'accord ? Donc, c'est pas le même degré en tout cas, c'est pas le même cas de figure. De faute. Oui. Il y a un curseur de faute. Pas de faute, de O'il. Ce O'il, c'est cette logique-là de peut-être ça sera autorisé. Ça veut dire peut-être l'interdit n'est pas. L'interdit ne peut pas être, on va dire, totalement considéré interdit parce que peut-être j'ai une issue de sortie, une issue de secours. Donc là, avalacha Il y a moins de potentiel dans un cas que dans l'autre. Il y a moins de potentiel Ça veut dire le potentiel est différent. Le potentiel, dans l'un, le potentiel est plus potentiel et il n'est pas total. Dans l'autre, il est total. Mais dans l'autre, il est... Je m'explique. Dans l'un, le potentiel, il est sur... le potentiel, il est pour moi. Parce que les pains, moi, l'enfourneur, je peux les manger. Dans le deuxième, c'est pas pour moi, c'est seulement pour quelqu'un d'autre. Et dans le deuxième avis, il te dit non. Dans le premier cas, c'est vrai qu'il y a un potentiel qui me concerne à moi, mais il ne concerne pas l'ensemble des pains, puisqu'il y en a un qui ne pourra pas être consommé, alors que l'autre, ça concerne l'ensemble de ce qui a été cuisiné. Mais pas pour moi, pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est deux paramètres. OK. Amroua Rabanan, Kame, Rabbi Yirmia, Rabbi Zera. Donc, finalement, on a mis pas en suspens, mais en tout cas, c'est une manière de refuter cette proposition d'explication de la marloquette de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Donc, quelque part, nous, on est à la recherche de quel est le fond de la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Là, comme on a dit, moi, Rabban Kem et Rabbi Yirmia et Rabbi Zera. Rabbi Yirmia, Kibla. Rabbi Zera, lo Kibla. Est-ce qu'ils ont accepté cette objection ou pas? Amarle, Rabbi Yirmia et Rabbi Zera. Milta de Kashanen ve'ater kama shene b'mai pligé. Rabbi Zera et Rabbi Yoshua, ashtam roi mishme de gavra rabba velo nikabla. Ça fait des années qu'on se casse la tête à comprendre c'est quoi le fond de la marloquette. Maintenant, on nous présente une explication a priori qui tient la route. On ne va pas accepter. Elle m'a dit Amarle, Ikablé. Non, je ne l'accepte pas. C'est pourquoi je ne l'accepte pas. Parce que dans la Braïta, j'ai les arguments de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. J'ai retrouvé les arguments qui m'amènent à comprendre que ce n'était pas ça le fond de la marloquette. Pourquoi? Parce que c'est marqué des Tanina. Amarle, Ikablé. Des Tanina. Amarle, Rabbi Yoshua et Dvaïcha. Arovem Shum Lota. C'est Kol Melacha. Veshatik le. Rabbi Yoshua a objecté, ou en tout cas s'est opposé à Rabbi Eliezer en lui disant comment tu peux cuisiner, comment tu peux enfourner la totalité de la pâte, et donc c'est tout cuisiné, alors qu'il y aura un des pains qui ne sera pas consommable. Toi tu me dis, Rabbi Eliezer il a dit quoi? Tu sais quoi? Ne désigne pas le pain comme étant de la chala donc qui est réservé au Kohen, et tu la désigneras seulement une fois que c'est cuisiné. Mais je comprends pas. Mais il y a un certain pain qui n'est pas consommable. Donc tu es en train de cuisiner Yom Tov sans intérêt, parce que c'est un pain qui ne sera pas consommable. C'est ça l'argument de Rabbi Yoshua. Ça veut dire quoi? Qu'a priori, ici, l'opposition, elle est claire entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et a priori, d'après toi, que Rabbi Eliezer pense, qu'il y a une logique de O'il, c'est-à-dire qu'aurait été Rabbi Eliezer dit non, moi je peux cuisiner quelque chose qui n'est pas consommable. Pourquoi? Comme on vient de voir, parce que ça pourrait être, parce que aucun des pains n'est encore défini comme étant non consommable, et donc quand j'enfourne, au moment de l'enfournement des pains, tout est potentiellement consommable dans le sens, pas la totalité des pains, mais je peux choisir les 90% de pain, ça me suffit 87. pour... Hein? 87%. Pour 87%. 113. Non, pourquoi moins 13? Parce qu'il y a les 10% de la trouma. Oui, non, on parle que de la chala, c'est la chala. Et Maaser, il y a... Non, il n'y a pas de masseur, on parle que de la chala, ok. à la franchise de la chala, pas les 13%. 13% c'est sur la récolte, Razak. Maintenant, là, le chiour de la trouma, de la chala, on le verra dans la suite, mais c'était juste pour donner voilà, un exemple. Voilà. Le pourcentage qui va être réservé à la chala, il ne sera pas consommable, certes, mais je peux le choisir.
Et donc, si je peux choisir, Rabbi Eliezer, a priori, aurait dû répondre à Rabbi Yoshua. Non, je ne suis pas dans l'interdit parce que j'ai toujours le choix de choisir lequel je mangerai. Ok, il n'y a pas de... Et donc, là, m'a dit, du fait que Rabbi Eliezer ne lui a pas répondu comme ça veut dire que c'est pas ça le fond de sa position. D'accord? Donc, a priori, Rabbi Eliezer est resté sur une objection. Là, m'a dit, je comprends pas. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé la réponse de Rabbi Eliezer que ça veut dire que c'est pas la réponse qu'il a à donner. Même si, dans la Mishnah ou dans la Braïta, on n'a pas trouvé explicitement comment il a répondu à la question, ça ne nous empêche pas de dire que probablement Rabbi Eliezer, il a bien une réponse à sa question, puisqu'on n'a pas trouvé de réponse, mais il a maintenu sa position, donc forcément qu'il a une réponse. Peut-être c'est la bonne réponse. Et plus que ça, comme on a dit, Amarle ou Tamer, je vais te prouver qu'on doit dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a également la question de Rabbi Eliezer sur Rabbi Yoshua, et on voit que la réponse ne figure pas dans la Braïta, elle figure ailleurs. Donc c'est pas parce que, n'est-ce pas, comme l'Agma a dit, l'oraïnu enareaya. Quand on vient amener une preuve à quelque chose, le fait de ne pas avoir vu quelque chose, c'est pas une preuve formelle. Tu peux dire, j'ai jamais vu ça. Tu peux être réticent, tu peux rester sur tes gardes, mais tu peux pas dire que je suis convaincu que c'est le comportement à avoir ou c'est la solution à avoir, puisque j'ai jamais vu l'inverse. Ne pas avoir vu l'inverse, c'est pas une preuve 100%. Donc l'Agma a dit, et l'Agma veut prouver par un contre-exemple, où Tamera de Tanina Braïta Marlo Rabbi Zadver Harovem Shubali Robali Matse. Dans la Braïta, Rabbi Eliezer, au lieu de répondre comment il se défend lui, il objecte Rabbi Yoshua. Il dit, toi, d'après toi, c'est quoi la solution? D'après toi, tu interdis de l'enfourner. Mais d'interdire de l'enfourner, ben, ça va causer que quoi? Que cette pâte-là qui a été prélevée en étant pâte, eh ben, elle va fermenter. Et donc, tu transgresses manière manière matzé. Et là aussi, à nouveau, on voit que Rabbi Yoshua n'a rien répondu. Mais d'après toi, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Yoshua, il a oui une réponse à cette question. C'est quoi la réponse à cette question? C'est qu'il dit que la Torah n'a pas responsabilisé ni le Israël, ni le Kohen de ce Hametz. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est prélevé, Rabbi Yoshua dit, une fois que c'est prélevé, ça appartient pas au Israël, c'est de la Trouma. Ça appartient au Kohen. Et le Kohen, il en a pas bénéficié, il en a rien à faire avec, parce qu'elle c'est pas mangeable. Elle est pas mangeable, cette pâte, elle est impure. Et donc Rabbi Yoshua, on voit bien que Rabbi Yoshua, la réponse de Rabbi Yoshua ne figure pas dans la Braïta, elle figure dans la Mishnah. Donc le fait qu'on ne trouve pas dans la Braïta explicitement la réponse, c'est pas une preuve qu'il n'y a pas de réponse. Donc là aussi, de même que Rabbi Yoshua, la réponse de Rabbi Yoshua, en tous les cas, la rétorque, la réponse de Rabbi Yoshua ne figure pas dans la Braïta et je l'ai trouvé dans la Mishnah, eh ben je peux dire pareil pour Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, on lui a objecté dans la Braïta. Lui, il a préféré, au lieu de répondre à la question, il a préféré de renvoyer la balle à Rabbi Yoshua sans donner la réponse. Mais nous, on va proposer la réponse. Probablement, sa réponse est Oïd. Achanami, donc là, comme a dit, l'idvarecha, Shatik. Achanami, et Shatik, il lui a pas répondu. Donc Rabbi Yoshua n'a pas répondu à Rabbi Eliezer. Achanami de la Darle, est-ce que tu peux penser que Rabbi Yoshua n'avait pas de réponse? On a la réponse explicitement dans notre Mishnah, dans la Braïta, on l'a pas dans la Mishnah, on l'a. Et là, forcément, Shatik Braïta, dans la Braïta, ils n'ont pas choisi. C'est pas ce qui a été retenu dans l'enseignement de la Braïta, de donner des réponses de chacun des Cholkim, mais la Braïta nous a simplement enseigner le ping-pong ce que chacun a objecté l'autre, mais pas ce que chacun a répondu à la question qui lui a été posée. La Braïta, elle doit être plus complète que la Mishnah. Pas forcément. C'est vrai que souvent on amène. Elle est grande la Braïta des fois par rapport. Oui. La Mishnah, ils prennent un petit peu. Kranami, Imour, Shatik le Matini, Vadal Mechita, Achiti. Donc peut-être que Rabbi Eliezer, ailleurs, on ignore, effectivement, donc c'est une supposition, on n'a pas de certitude à nouveau que c'est de cette manière-là que Rabbi Eliezer va se défendre, mais on peut très bien proposer que c'est une réponse. Est-ce qu'on a où on en est là maintenant? Alors à nouveau, le point était, non, nous on a une Mishnah, Rabbi Eliezer dit t'enfournes et après tu prélèves. Rabbi Yoshua dit t'as pas besoin tu es pas concerné par ce Hametz, donc tu n'as pas d'autorisation d'enfourner. Il y a un troisième possède aussi. Oui, que tu mets dans l'eau froide. Oui, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était quoi? Le fond de leur raisonnement. Rabbi Yoshua, il dit, il n'y a pas de problème de Hametz. Rabbi Eliezer dit, il y a un problème de Hametz. C'est ça ce qu'on cherche à savoir. D'accord. Donc pourquoi l'un, il est sensible au Hametz, l'autre, il n'est pas sensible au Hametz? Réponse, l'Agma, elle a proposé au il. Rabbi Eliezer dit, tu peux faire marche arrière.
Donc tu es toujours propriétaire. Ouais. Tu es suffisamment propriétaire et la preuve, c'est que tu as la possibilité de faire marche arrière. Si tu fais marche arrière, ça redevient à toi. Donc c'est à toi. Donc, t'as une palme qui est loin, mais elle est pas négligeable. Khazak, exactement. Tu as raison que toi, tu l'as déjà désigné, mais tu n'es pas totalement libéré de cette propriété. Et la preuve en est, c'est que je peux faire marche arrière. Et Rabbi Yoshua, il dit non, tu peux pas faire marche. C'est vrai que tu peux faire marche arrière, mais tant que tu n'as pas fait marche arrière, on considère que c'est pas à toi. Tu es détaché. Bon, ça c'est la marque de la Mishnah. Maintenant, après, dans la Gemara, il cherche C'est à ça. trouver une marloquette qui Non, est c'est qui est ça, en c'est ça. parallèle avec Non, d'accord. la Avant ça. position des deux. Oui, tu as raison. Ça, c'est une proposition d'explication de marloquette de Tanaïm. Et l'Agma a dit, j'ai trouvé cette marloquette dans les Amoraïm. Ah, voilà. Et donc, a priori, c'est une marloquette Amoraïm. Et l'Agma dit non, c'est pas en phase. Ah, Khazak. Mais on maintient cette proposition que le fondement de la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est Ho'il, cette svara de Ho'il. Maintenant, cette svara de Ho'il, on l'utilise ailleurs. On l'utilise également ailleurs qu'on a trouvé dans des Amoraïm. Maintenant, est-ce que c'est la même? Pas forcément. Mais là, quand il y a une marloquette Tanaïm, Donc, ok, donc ça a été la rétorque de Rabbi Hermia qui objecte à Rabbi Zera. Pourquoi toi tu n'acceptes pas de dire que c'est ça la marloquette? Et l'Agma, elle lui dit parce que j'ai une braïta qui. Il dit ok, mais la braïta, c'est pas la fin du monde. Parce qu'effectivement, peut-être que tout ne figure pas dans la braïta. C'est pas la shtika, c'est pas le silence de Rabbi Eliezer qui va prouver qu'il n'a pas une défense, que c'est pas sa défense. L'Agma a dit Tanya Rabbi Omer, Alakha ki Rabbi Eliezer. Donc Rabbi, il a tranché comme Rabbi Eliezer. Rabbi Yitzhak Amar Alakha ki Ben Betera. S'il a dit Ben Betera, on a dit dans la Mishnah, on a trois avis. Bémet, l'Agma n'a pas développé. Pourquoi ne pas faire comme Ben Betera? Ben Betera, il nous dit tout simplement, tu sais quoi, tu as un problème de fermentation, mais tu mets dans l'eau froide. Tu mets une pâte au congélateur, pas au frigidaire. Alors, Bémet, je ne sais pas si cette solution est toujours bonne, parce que des fois, même quand tu laisses une pâte au frigidaire, n'est-ce pas, tu n'as pas le temps de l'enfourner. Tu ouvres le frigo le lendemain, et qu'est-ce qui se passe? Ça a levé. Ouais. Alors, je ne sais pas, tu me dirais, est-ce que c'est Khametz, pas Khametz, je ne sais pas, mais c'est une réalité que des fois, une pâte, même au frigo, elle déborde. Alors, je ne sais pas si l'Agma n'a pas développé pourquoi s'opposer à Ben Beter. En tout cas, après, c'est une solution. Et tu as prélevé avant d'enfourner. Et donc, tu as gagné que tu n'as pas enfourné une pâte qui n'est pas consommable. Et tu te préserves la pâte de monter en les mettant dans le froid. Donc, Bémet, c'est Anilo Edea. Pourquoi ne pas trouver une solution, voilà, qui passe entre les gouttes. T'as tout. Ok, l'Agma a dit, donc on va essayer de continuer encore quelques lignes. Mais Kamashurisa, Rabbi Ishmael ben Omer, Bechitin Kabain, ou Besorim Shushet Kabin. Rabbi Nathan Omer, Mishum Rabbi Zer, Chilouvat Varim. Donc l'Agma a dit, c'est intéressant cette question-là. C'est quoi la quantité de pâte? On va voir dans. Alors non, justement, on y arrive. On n'est pas encore dans Chala ici. Là, on est dans Pessah en réalité. Ah ouais. C'est plutôt une question sur Pessah. Combien? Comment on a un rive de prélevé? Non, c'est pas. On n'est pas. Pour l'instant, on est dans Psachim. Psachim, donc notre sujet, c'est essentiellement combien de pâtes on peut prélever à Pessah. Combien de pâtes on peut prélever à Pessah? À nouveau. Parce que justement, pour éviter cette crainte-là de Hametz.